Retrouve pour une nouvelle vidéo. Par avance, voilà, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Bon, la santé, etc., forcément, c'est remis en cause, peut-être en ce moment, mais j'espère que pour vous, ça va très très bien. Je suis désolé si j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite derrière moi. Je vais essayer de faire une vidéo assez complète et en même temps courte pour aller à l'essentiel. Déjà d'une pour une question de temps et aussi voilà pour une question pour que ce soit plus facile pour vous, que ce soit pas forcément trop long. Vous me connaissez, vous savez que généralement pour tous les grands chelems, je fais une analyse de compétition. C'est encore le cas en 2022, voilà. Ça fait peut-être 4-5 mois que rien n'a été posté sur la chaîne YouTube. J'expliquerai ce choix-là dans une vidéo un peu plus globale, complète, mais plus tard dans la saison. Pourquoi j'ai un peu diminué les vidéos et pourquoi je me suis plus focus, on va dire, sur mes investissements et mon groupe privé, les investissements du groupe privé aussi. En attendant, les amis, de continuer cette vidéo, si vous le souhaitez et si vous le voulez, je vous invite à justement nous rejoindre sur Discord, que ce soit pour me poser des questions, aussi bien pour aussi rentrer et intégrer une communauté avec qui on partage des informations sur ben voilà, du betting, des informations sportives, des informations peut-être people aussi, voilà, enfin tout ce qui peut toucher en gros au paris sportif sur tous les sports, c'est possible, tout le monde peut participer, c'est vraiment dans la bienveillance et dans la bonne humeur, donc voilà, il y a des débats, etc. C'est totalement gratuit, bien sûr, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à rejoindre, le lien est en description de la vidéo, et puis voilà, surtout si vous avez des questions, si vous voulez m'interroger, et même si vous voulez intégrer par exemple le groupe privé, alors il reste quelques places encore cette saison. Mais au-delà de ça, voilà, ne serait-ce que juste pour discuter et être avec une communauté qui connaît les paris, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord. On va commencer avec l'Open d'Australie. Je vais faire une présentation assez courte. Pour ceux qui me connaissent, j'en avais déjà fait une. Alors les éléments, c'est quasiment toujours les mêmes que je reprends, d'accord? Mais voilà, on va être assez rapide. Je pense que ceux qui suivent un peu le tennis ont déjà pas mal de ces informations-là. Donc je vais juste essayer de boucler ça en très peu de temps. Open d'Australie, premier grand chelem de l'année, donc qui commence le 17 janvier et qui finira le 30 janvier 2022. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Djokovic, etc. J'ai hésité à me dire est-ce que je mets mon avis ou pas sur la table, etc. Franchement, je ne vais pas le donner. J'en ai pas envie. C'est une histoire auquel c'est politique, donc je maîtrise pas grand-chose. Là-dessus, je pourrais donner mon avis, mais je suis pas sûr que ça soit que ça donne de la valeur ajoutée là dans cette vidéo-là. Donc voilà, juste pour ceux qui ne le savent pas et qui sont dans une grotte, Novak Djokovic donc du coup a été expulsé d'Australie et donc ne pourra pas faire l'Open d'Australie et donc ne pourra pas potentiellement gagner son 21e Grand Chelem et donc dépasser Rafael Nadal et Roger Federer. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres acteurs dans cet Open d'Australie qui, je pense, il y aura des surprises. Il va y avoir des surprises, on va y revenir quand on fera dans la partie en seconde partie, on va dire celle des vainqueurs de quart de tableau. Je préfère vous le dire directement, moi j'ai pris qu'un seul PLT sur cette Open d'Australie là. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'il va y avoir des acteurs qu'on ne sait pas forcément, mais qui vont se révéler. Ou alors, peut-être qu'on le sait, mais là, ça va vraiment être confirmation. Donc voilà, j'aurai l'occasion d'en discuter, d'en reparler avec vous. Et surtout, bah, n'hésitez pas, si vous avez des pistes de joueurs où vous avez envie de connaître mon avis, et peut-être que je vais peut-être balayer peut-être ça dans cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo, vous me dites, voilà, qu'est-ce que tu en penses de tel mec, est-ce que tu penses qu'il va aller loin, etc. Surtout, faut pas hésiter. Je réponds effectivement à tout le monde. Donc l'Open d'Australie, voilà, il va faire assez chaud sur la quinzaine, plus chaud sur la première semaine, on va plus être autour des 30 degrés, alors que sur la deuxième, on sera un petit peu plus en dessous, on sera plus sur du 26-25, forcément un peu plus froid en night session.
Il y aura toujours un petit peu de vent, un petit 15, 20, 25 à surveiller. Il est possible qu'il y ait certains matchs où peut-être que ça souffle un petit peu plus. Ça va pas être non plus une tempête, hein, mais à surveiller quand même dans le lancer de balle, ça peut être embêtant pour certains. Et voilà, on est toujours en plexicushion, hein, bien sûr. Plexicushion, c'est la surface, le dur. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, voilà, j'ai écrit dans mon livre, pareil sur le tennis, votre futur complément de salaire, donc qui est disponible aussi en description si ça vous intéresse pour en savoir plus sur le tennis, les différentes notions sur les surfaces, etc. Donc voilà, je vous invite à en savoir un petit peu plus si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, à prendre en compte quand même que très souvent il y a beaucoup de surprises, d'accord? Dans les premiers tours de chaque Grand Chelem, c'est pas propre à l'Open d'Australie, c'est dans chaque Grand Chelem, il y a toujours des surprises. Je vous dirais aussi un petit peu les joueurs qu'il va falloir vraiment se méfier, et des joueurs qui sont en méforme ou de retour de blessure ou alors qui n'ont pas de rythme, etc. C'est souvent le cas à l'Open d'Australie parce qu'on est en début de saison, donc forcément, c'est pas évident. Je prends une petite lampée, une petite respiration. Allez, on est parti directement dans cette première partie, donc match du premier tour. Vous voyez là, ici, il y a donc les matchs. Je vais mettre ici probabilité et en gros, je vais remplir en fait les probabilités que moi je fais. Là, ici, on a une confrontation. Alors, on n'a pas le détail, mais j'irai voir le détail si jamais. Et donc, après, on a les cotes ici qui sont les cotes moyennes, grosso modo, que vous pouvez avoir en or-argel. Voilà. Je vais essayer de déblayer ça, d'accord? Et vous me dites si ça vous intéresse, si vous, enfin voilà, en commentaire, vous me dites si vous voulez que je revienne plus davantage sur un match, etc. J'ai mis ici les probabilités, j'ai mis 80%, 50% coup à tenter. Alors, ce n'est que pour donner un indice de confiance et pour essayer d'aller le plus rapidement possible, d'accord? Donc vous inquiétez pas si à un moment donné je mets 50% ou quoi que ce soit. Juste, je vais essayer. C'est pas des cotes, c'est pas des probabilités ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, me dire, ce match-là, je pense que c'est mieux à parier, il y a des coups à faire, etc. Et de toute façon, je vous expliquerai en même temps, enfin, à l'oral, ce qui me semble intéressant. Bon, on est parti. Albot Nishioka gaucher qui n'a pas forcément énormément de rythme. Pour moi, c'est pas forcément un match où j'irai me positionner. Pour moi, les codes sont plutôt en faveur de Nishioka. Je suis pas trop de cet avis. Si pour moi il y avait un coup à tenter, j'irais plus sur Albot. Maintenant, je préfère vraiment ne pas me prononcer sur ce match-là. C'est trop indécis. Alcaraz, Tabilo, Alcaraz, petite pépite, 18, 19 ans, je sais plus, mais voilà. Très jeune, qui est quand même plus un terrien qu'un mec sur du dur, mais on a pu voir quand même qu'en indoor ça se débrouillait. Donc j'ose imaginer qu'avec la frappe de balle qu'il a, il y a moyen que sur dur il fasse quelques perfs. Et il a un quart de tableau qui n'est pas à sa portée, mais disons où il peut perfer. On y reviendra tout à l'heure. Contre Tabilo qui sort des qualifs, je pense que ça va commencer à tirer pour Tabilo, sachant il a fait l'ATP Cup avant. Ok, certes, il aura de l'enchaînement, du rythme, etc. Mais je pense que physiquement, ça va être compliqué face à Alcaraz. Il va faire assez chaud, notamment en début de quinzaine. Donc voilà, j'irai sur Alcaraz. 1,18, beaucoup trop bas. À voir si vous pouvez pas aller chercher du Alcaraz pour faire gonfler un peu ça, mais sans prendre trop de risques. Soit avec 2 sets d'écart, soit en 3 sets gagnants, en 3-0, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vois pas forcément trop Tabilo l'embêter dans quasiment tous les secteurs du jeu. Alcaraz me semble meilleur, donc pourquoi pas essayer d'aller gonfler ça. Ça peut être intéressant en fonction de la cote, mais pour moi le 3-0, allez, disons que à partir de 1,70, j'y réfléchis. Voilà. Bonzi contre Gojoksic. Pour moi, avantage Bonzi sur ce match. Maintenant, avec l'expérience de Gojoksic, ça me semble un poil bas quand même, 1,40. Je n'irai pas les yeux fermés. Ça me semble pas du 1,40. Disons qu'on peut en trouver plus facilement sur des confiances, enfin sur beaucoup plus de confiance. Donc voilà. Là-dessus, j'irai pas spécialement
J'irai pas spécialement jeter mon argent là-dessus, mais si je devais me prononcer, on va dire que voilà, j'ai quand même 50% de proba que Bonzi passe. Voilà, c'est une confiance moyenne, on va dire. Jiri Shapovalov, bon, Jiri sur dur, c'est très compliqué. Globalement, ça fait partie de ma liste de joueurs où dès que c'est sur dur, il y a grande chance que ça gagne pas. Alors sauf si ça tombe contre un autre terrien qui est vraiment encore plus mauvais que lui sur dur, mais gérer sur dur c'est quand même très 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 compliqué. Lui je pense que voilà, il vient là pour prendre, pour bah déjà bah tu gagnes de l'argent hein, quand tu vas au premier tour très clairement, et même si tu te fais sortir, et en plus je pense qu'il est là pour parfaire un peu sa préparation pour la tournée sud-américaine, mais on va dire l'avènement de la saison de terre battue qui est en février à chaque fois. Donc voilà, je pense que lui, ça sera plus là où il sera performant. Je l'attends davantage sur des ATP 250 et pourquoi pas aller perfer sur par exemple on l'a vu je crois, je sais pas s'il avait gagné ou il avait été en finale à Umag en Croatie sur de la terre battue, etc. Voilà, c'est plus sa surface. Chapovalov, intéressant, il a gagné avec le Canada la ATP Cup. Il a joué un bon niveau. Alors c'est toujours très irrégulier. Tu sens le talent, tu sens que le mec est capable, mais dans la caboche, dans la tête, c'est pas forcément toujours simple. Il va gagner ce match. Enfin, en tout cas, s'il le gagne pas, ça sera quand même assez incroyable. Il va gagner ce match. Très difficile de prendre Chapovalov 3-0 parce que bah, avec l'irrégularité qu'il a, il peut lâcher un set et puis après derrière enfiler. Un Chapovalov en 2 sets d'écart, alors ça doit pas être très très haut, mais peut-être pour mettre dans un combi, ça doit être autour de 1,30, 1,35 peut-être, ce truc-là. Enfin, j'ose imaginer que ça doit tourner dans ces environs-là. Si c'est au-dessus, vers 1,40, ben, pourquoi pas, ne serait-ce que le prendre en sec, ou alors le mettre dans un combiné pour doubler son combiné. Pourquoi pas? Alors moi les combinés, vous savez, hein, pour ceux qui sont coutumes de la chaîne, les combinés, moi personnellement, c'est pas du tout ma cam. Je dois peut-être en faire deux trois par saison, et encore, c'est vraiment quelque chose où j'essaye d'éviter un maximum parce qu'on sait très bien que plus on cherche à multiplier ses chances, plus on cherche à combiner, et moins c'est intéressant sur le long terme. Donc forcément, on va y avoir des gens qui vont me dire oui, mais si moi je combine, je gagne, etc. Ok, très bien, bah, donne-moi un bilan sur 1000 paris avec que des combinés et puis on en discute. Donc voilà, Chapovalov pour moi en au moins 2 sets d'écart, mais normalement ça doit être une formalité. Et on y reviendra, mais Chapovalov peut aller assez loin quand même dans les cartes table rougneux contre Kwon. Intéressant cette confrontation, Rouneux qui est un jeune qui a bien perfé en ITF, dans le circuit futur, voilà, en challenger aussi, ça marche bien. Il est intéressant ce jeune à suivre. Alors il est encore un peu frêle, encore un peu fébrile sur certains points, mais il y a des secteurs du jeu qui sont vraiment très intéressants. Moi j'aime beaucoup. Je pense que contre Kwon ça va un peu être compliqué. Ça sera une belle confrontation. Je vois bien un match accroché en 4 ou 5-7. Typiquement, voilà, il y a quelques matchs comme ça où du Albot Nishioka en 5-7, par exemple, ça serait pas déconnant. Ben là, Rune Kwon en 5-7, ça me paraît pas déconnant non plus. C'est peut-être plus là-dessus qu'il faudrait partir, au-delà des confrontations même. Peut-être plus partir sur ben voilà, un match qui va en plus de 3 sets. Donc voilà, il y a des over 3,5 de 7 qui peuvent partir sur ce genre de match. Pour moi, je vois mal un 3-0 d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il est plus facile et mieux de partir sur un nombre de sets sur ce genre de match-là, parce que on n'est pas obligé d'avoir des joueurs qui vont perdre forcément leur service là-dessus. Donc ça peut aller sur du tie-break, un match assez long, etc. Voilà, j'ai des difficultés à me prononcer sur un joueur. Mon cœur dirait Rougneux, mais ma raison dirait Kwon. Donc voilà, je peux pas trop juger là-dessus. Vukic contre Lloyd Harris. Vukic à la maison, il est bien en ce moment, il est en Cannes. Mais je pense que ça sera un peu léger si Lloyd Harris est sérieux. Lloyd Harris, c'est pareil, hein, c'est un peu quand il se lève le matin, ça dépend s'il en a envie ou pas. Bon, moi, c'est pas trop ma cam, Lloyd Harris, mais parce qu'il sera jamais, voilà, c'est un mec, il a le niveau d'un top 50, quoi, mais il sera jamais top 10. Normalement, c'est une formalité.
Après, à 1,30, ça m'embête un peu face à un local parce que le mec va être accrocheur. Voilà, ça peut faire 4-7 cette affaire-là. Je vois bien un petit 3-1 Harris. Bon, si jamais vous voulez mettre dans un combi ou quoi, pourquoi pas, mais ça m'emballe pas forcément et spécialement. Fuxovic contre Lajovic. Lajovic, très compliqué son début de saison. Très 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 compliqué. Ça m'emballe pas. Alors, tous les Serbes, va falloir faire attention, hein. Tous les Serbes, avec ce qui s'est passé avec Novak Djokovic, il y a deux poids, deux mesures, mais il y a soit une possibilité de ça les met dans une hargne et ça leur donne une motivation de dingue. Désolé pour le bruit, c'est pas de ma faute. Mais donc, soit ça leur donne une hargne aux Serbes, alors je pense à Kekmanovic, à Lejovic, etc. Soit ça les enfonce un peu. Moi, je pense que ça va quand même leur donner de la hargne. Ça va quand même les motiver pour se dire voilà, voilà, le président serbe s'y est mis. Voilà, les raisons diplomatiques avec l'Australie, je suis pas sûr qu'elles soient saines à l'heure actuelle. Donc, à voir. Maintenant, Fuxovic sur le papier, ça me paraît quand même bien meilleur. Notamment, je pense à la volée. Je pense que dès qu'il faut un petit peu plus gratter la balle, toucher la balle, avoir du toucher de balle, Fuxovic est bien meilleur. Maintenant, si Lajovic l'emmène dans une filière un peu longue, un peu fond de cours, eh ben, Lajovic sur sa longueur de balle peut être intéressant. En ce moment, c'est vraiment le manque de confiance qui fait que Fuxovic est aussi favori. Et en plus, bon, on voit que au niveau des confrontations, Fuxovic est déjà battu 2 fois. Très sincèrement, je pense que je partirais sur Fuxovic, mais à 1,35 c'est pareil, hein, c'est pas l'assurance touriste non plus. On peut être sur un match en 4 ou 5-7 là-dessus. Voilà, typiquement, j'ai du mal quand même à voir Fuxovic lui mettre 3-0 à Lajovic. C'est possible, hein, bien sûr, mais ah, j'ai un petit peu plus de, j'ai un petit peu plus de mal. Banis contre Garin. Banis, à ma grande surprise, fait un bon début de saison sur dur. En tout cas, il est pour moi un peu plus que le niveau auquel je m'y attendais. Sur dur, Nice, ça joue pas trop, vraiment un pur terrien. Garin, tu sens que sur terre, c'est là où il se plaît. Et sur dur, j'avais toujours eu l'impression que sur dur, il pouvait faire mieux, mais qu'il l'a jamais fait mieux. Il est dans une partie de tableau assez favorable. Et il peut aller relativement loin dans ce tableau, mais j'ai toujours du mal à faire confiance à Garin. Moi, c'est compliqué. Je sais pas trop où est-ce qu'il en est dans son tennis. Normalement, avantage Garin là-dessus. 1,56 pour ceux qui croient vraiment en Garin et tout. Écoute, pourquoi pas? Je suis pas emballé. Ça va être un match assez long. Pour moi, sur sa mise en jeu, Garin est censé gagner quasiment tous ses services. Franchement, il devrait pas perdre quasiment. Banis va renvoyer la balle. Il va toujours la renvoyer, mais pas forcément trop puissante non plus. Juste, ça peut être un match long dans les échanges. Et Garin, le but de Garin va vraiment falloir qu'il écourte les échanges au maximum, selon moi. S'il veut pas forcément être trop trop embêté sur ce match. Avantage Garin là-dessus, sans avoir voilà, une confiance moyenne, on va dire. Delbonis, Pedro Martinez. Bon, moi là-dessus, ça sera Martinez. Delbonis, j'aime bien, mais pas sur dur, quoi. Pas sur dur. Deux garçons qui ont été en ATP Cup. Donc c'est des mecs qui ont tapé la balle, même si Martinez a pas forcément tapé la balle, peut-être en simple, il a joué en double. Même il a joué dans tous les cas, il a fait pas mal d'entraînements, il avait des sparring partners, etc. Il avait quand même ses collègues aussi, il a tapé la balle avec des mecs comme Karen Busta, Bautista Agut, donc forcément ça te prépare plutôt bien. Voilà, pour moi, après un 27 c'est trop bas, je prendrais pas. Et même pour foutre dans un combiné, bon, c'est pas fou. Mais pour moi, quand même, je vois Martinez en 4 ou 5-7. Kudla Kachanov, normalement, il n'y aura pas de surprise sur ce match-là. Il y en aura des surprises, hein, je vous dirai quand il y en aura, mais pour moi, là-dessus, il n'y en a pas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Kachanov, un bon joueur qui fait une bonne prépa pour le moment. C'est pas un joueur que j'affectionne énormément. C'est un joueur qui est assez régulier, qui peut vite fauter. Bon, voilà.
Nakashima contre Berrettini. Alors Berrettini a un gros coup à jouer dans le quart numéro un. On y reviendra tout à l'heure, vu que maintenant Novak n'y est plus. Il joue Nakashima, qui est probablement l'adversaire le plus dangereux qu'il aura jusqu'au troisième tour. Nakashima qui est en forme. Attention à ce petit jeune, enfin petit jeune, il doit avoir 22-23 ans Nakashima. Mais attention à lui. Bon serveur, il tient bien en fond de cours. Normalement, la puissance de Berrettini devrait faire le boulot, mais attention, on est sur un premier tour, est-ce qu'on est bien en jambes, etc. Alors Berrettini a bien sûr fait la TP Cup avec l'Italie. Euh, mais voilà, attention à ce match-là, c'est pas un blowout, hein, ça sera pas une victoire, je pense, en 3-0 facile, ou alors si, mais peut-être difficile, quoi. Voilà, avec du tie-break, avec du 7-5, voilà. Attention, c'est pas, je vois pas une branlée. Et d'ailleurs, ils mettent Berrettini à 1,33, c'est pas pour rien, c'est pas non plus du 1,10. C'est difficile comme entrée en matière. Il y avait, voilà, il y avait plus simple pour lui, je pense. Mais au moins, il va rentrer dans le vif du sujet. De là à avoir la surprise Nakashima, non. Mais par contre, voir un match accroché contre Berrettini, enfin pour Berrettini, oui. Donc voilà, prenez pas Berrettini à toutes les sauces. C'est tout ce que je pourrais mentionner là-dessus. Kozlov contre Vesely. Alors Kozlov, un Américain moi j'aime pas. Je reconnais que dernièrement il est plutôt en forme, il gagne pas mal de matchs, mais c'est surtout sur le circuit Challenger. Dès qu'on arrive sur le circuit principal, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Il n'a pas énormément d'expérience sur le circuit principal. Bon, Vesely, gaucher, c'est plus un terrien qu'un joueur de dur. Mais normalement, à l'expérience, avec sa patte de gaucher, il est censé faire le travail contre un Kozlov qui, par contre, voilà, hein, va jouer sans pression, je pense. Mais il est quand même limité, ne serait-ce que sur sa mise en jeu, il peut être en difficulté. Alors, c'est pas forcément Vesely qui va le mettre en difficulté, c'est pas un agresseur de fond de cours en retour, mais quand même sur l'aspect complet des deux, selon moi, je mettrais davantage mon argent sur Vesely, mais c'est pas un match où j'irais positionner mon argent. Voilà, typiquement le genre de match où ça peut aller en 4, 5, 7. Match un peu long, où tout le monde pourrait y perdre un peu de force là-dedans. Bon, voilà. Mon fils, Coria, 1,04, bien sûr, mon fils, bah, c'est beaucoup trop bas, mais en même temps, c'est plutôt logique parce que mon fils peut aller loin dans ce premier quart de tableau. Victoire obligatoire. J'ai envie de dire victoire en 3-7 obligatoire, même contre Coria. C'est pas un adversaire qui va l'agresser, qui va être compliqué pour lui. C'est un bon joueur de terre battue, en fond de cours, etc. Mais normalement, avec la confiance qu'il a pu accumuler en gagnant son titre en début de saison, il n'y a pas de problème normalement pour Gaël Monfils. J'espère pour lui que voilà, il va faire un beau tournoi. J'en discuterai tout à l'heure quand on fera les vainqueurs de carte tableau, mais voilà, normalement c'est une formalité. Je sais pas à combien est le 3-0, mais déjà, bon, si le sec est 1,04, le 3-0 doit pas être bien haut, ça doit être autour de 1,20. Bon, ça m'emballe pas, quoi, je vais pas vous mentir, enfin, un 25 peut-être, un 30, bon, ça me chauffe pas. Voilà, ça m'emballe pas, mais normalement ça doit faire 3-0. Bublik Escobedo, bah, Bublik c'est compliqué. Moi je suis. C'est pas que je suis pas fan du joueur, c'est juste qu'il est très irrégulier et du coup on sait jamais quel Bublik on va avoir. C'est pas forcément l'homme des débuts de saison. Globalement, Bublik en début de saison, je pense que voilà, il doit un peu saucer les plats l'hiver. Et c'est pas un mec qui doit avoir une préparation optimale. Donc je l'ai jamais vu trop parfait moi sur le début de saison, c'est après quoi, une fois qu'il a du rythme et tout, là il commence à s'enclencher. On va sur la tournée américaine au mois de mars et tout, là il peut être dangereux là. Voilà, sur ces surfaces là en plus où c'est un peu plus rapide que le Plexicution d'Australie, où c'est une surface un petit peu plus lente que celle que la surface qui est aux États-Unis. Voilà. Là, il peut être plus dangereux. Là, sur une surface un peu plus comme ça, un peu plus lente, etc., son jeu grippe moins, c'est moins prenant. La chaleur va jouer un jeu, hein, forcément aussi. Je ne vais pas le dire à chaque match, hein, parce que voilà, mais vous aurez compris. Voilà, c'est pas le genre de match où j'irai investir mon argent. Si je devais le mettre au talent, bien sûr que Bublik est bien meilleur que Escobedo.
Maintenant, voilà, ça va dépendre de comment se lève Bublik. Il peut faire disjoncter Escobedo, hein, c'est-à-dire qu'il peut lui faire visiter le cours. Bublik s'il en a envie, mais faut-il qu'il en ait l'envie, etc. Normalement, au talent, Bublik doit gagner ce match. Mais vous aurez compris, c'est difficile pour moi de mettre mon argent là-dessus. Duckworth contre Manarino. Manarino compliqué ce début de saison. Il revient d'une préparation un peu incertaine, etc. Voilà, Manarino, ça fait quand même un petit moment, là, quelques mois, que c'est pas facile pour lui. Bon, il joue Duckworth, qui est à la maison. C'est jamais simple de jouer Manarino parce qu'il a une balle molle là, un peu, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, donc tu peux pas te baser dessus, tu peux pas avancer sur la. C'est difficile d'avancer sur une balle comme celle de Manarino. J'irai sur Duckworth, mais c'est pareil, hein, ça peut être un match accroché en 5-7. Je vois pas. Pour moi, il n'y a pas. L'écart significatif de cote n'est pas assez intéressant pour vraiment se dire ouais, allez, un 1,56, 1,60, Duckworth c'est intéressant. Non. Pour moi c'est un peu trop ric-rac. Et je dirais même que Bernardino à 2,43, ça peut être un coup à tenter. Pourquoi pas? Je dis pas que ça peut ne pas être intéressant. Urkac Gerasimov, duel de grands, de serveurs, de bons serveurs. Mais Urkac est plus complet, globalement plus complet. C'est dur pour Gerasimov qui pourtant fait plutôt, enfin dans ses standards, hein, à son niveau, fait plutôt un bon début de saison. C'est pas flamboyant, hein, le jeu de Gerasimov, mais ça c'est efficace, voilà, ça fait le boulot. Il reste limité, mais c'est un mec qui voilà, t'es pas à l'abri que voilà, il te gagne un petit ATP 250 dans la saison et puis qui, sur sa confiance accumulée, te fasse une perf sur un Masters 1000 ou même pourquoi pas un Grand Chelem, mais pas maintenant, pas ici, pas maintenant, pas en l'état là. Je vois pas la surprise arriver pour Urkach. Évidemment, faut-il qu'Urkach soit sérieux, mais à l'ATP Cup il l'a été et je vois pas pourquoi il continuerait pas sur sa lancée. Etcheverry contre Carreno Busta. Alors Etcheverry, joueur à surveiller, mais pas sur cette surface, plutôt sur de la terre. Joueur vraiment à surveiller, petit Argentin que j'aime beaucoup, mais sur la terre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pablo Carreno Busta sur dur, normalement c'est 3-0, il n'y a pas photo. Carreno Busta, attention, il a un vrai coup à jouer. Ça va vraiment pas être simple avec le quart de tableau numéro 1. Oui, il est dans le 1, lui aussi, il me semble. On verra ça plus tard, mais il me semble qu'il est dans le 1 aussi, avec Alcaraz, Berrettini, oui, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, normalement c'est 3-0 Carreno Busta. Alors vous prenez 3-0, pas à toutes les sauces, hein, c'est pareil, hein, je pense que ça sera autour de 1,30. Bon, un 25, 1,30. Bon voilà, 25, 1,30 du 3-0, je vous avoue que ça me chauffe pas trop, personnellement. Giron contre Rafael Nadal. Alors Rafael Nadal, je vous le dis assez rapidement et assez directement, ne gagnera pas cet Open d'Australie là. C'est pas parce qu'il a gagné un tournoi que voilà, il est blessé. L'Open d'Australie c'est probablement la pire surface pour lui, pour son corps, pour ses pieds. Voilà. Ne misez pas d'argent pour moi sur Nadal et j'ai même envie de dire miser de l'argent contre Rafael Nadal là, quand il aura des matchs plus compliqués. Alors pas contre Guiron parce que Guiron peut un peu l'embêter, mais des Guiron, il en mange au petit-déj quoi, Nadal. Donc bon, disons que des joueurs comme ça, il en a battu, même sur dur, il en a battu un paquet. Et pour moi, c'est totalement logique que la cote, voilà, et du Nadal 3-0, normalement devrait le faire sur un premier sur un premier tour comme ça contre Guiron. Je peux toujours vous dire attention, bien sûr, il faut faire attention à tous les matchs, mais globalement, voilà, j'y vois pas trop d'intérêt à prendre Rafael Nadal 3-0 là-dessus sur un match comme ça. Bon, on n'est pas à l'abri que ça ait un tie-break, parce que Giron peut tenir sa mise en jeu, même si Rafa va quand même pas mal l'agresser en fond de cours sur les retours. Mais bon, allez, ça peut faire un tie-break, et sur un tie-break, bon bah voilà, hein, c'est un peu 50-50 à partir du moment où on commence le tie-break. Donc tout peut se passer. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que Rafa perde un set sur un tie-break. Ce serait quand même dommageable pour lui et pour la suite du tournoi de perdre du temps, enfin en tout cas de rester trop longtemps sur le court. Mais pour moi, je préfère vous le dire directement, Rafa Nadal, j'attends pas grand-chose de lui. C'est quand même très perfectible le jeu que j'ai pu voir là en début de saison avec lui. Voilà, j'y crois pas. Moute et Pouille.
Pouille, c'est catastrophique. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est catastrophique. Duel de Français, alors ils se connaissent plutôt bien. Je crois pas qu'ils soient potes, meilleurs amis quoi dans la vie, mais ils se connaissent. Mais Corentin Moutet est sur une belle forme. Alors pareil, hein, très irrégulier, mais du talent. Moutet, c'est du talent. Là, il vient de faire demi-finale, c'est à Sydney ou Adélaïde, je sais plus. Mais il a fait demi-finale, il perd contre Rinderknecht en 2-7. Mais il est sur une belle. Il a de la confiance, il est bien préparé, etc. Voilà, je vois absolument pas Pouille gagner ce match. Je dirais même que Moutet est vraiment intéressant. Alors, ça a un peu baissé. Il me semble que ça a dû l'opening a dû être à 1,29, 1,30. Là, ça doit être à 1,26. Bon, les gens doivent le combiner, etc. Donc, ce que je peux comprendre. Voilà, je vous conseillerais aussi, si jamais vous voulez combiner, de le mettre dedans. Encore une fois, quand je dis vous pouvez le combiner, je dis pas il faut le combiner, d'accord? Si j'utilise il faut, enfin si je dis pas il faut, c'est voilà, pour moi c'est pas du 100% bien sûr, et globalement il n'y a jamais du 100% de toute façon. Les safes n'existent pas dans le pari sportif, les amis. Milojevic contre McDonald. J'aime beaucoup Milojevic, mais là je pense que ça va être quand même un peu court. Il me semble qu'il sort du tableau de qualif, ouais. Et il joue McDonald. Alors c'est pas Ronald McDonald, hein, c'est Mackenzie McDonald. 1,20 c'est un peu bas, mais pour moi c'est quand même victoire obligatoire là-dessus. Peut-être en 4-7. Peut-être pas en 3, mais je vois un McDonald en 4-7, pourquoi pas. Kopfer contre Taberner. Taberner, c'est quand même un terrien. Je vois mal taper Kopfer là-dessus, sur une surface, même si Kopfer est quand même pas dingo en termes de confiance là-dessus. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je prends rien sur ce match-là. Si Kopfer avait eu un bout de confiance, un bout de meilleure préparation, je serais sûrement parti là, sur lui. Mais là, en l'état, ça me paraît un peu compliqué. Voilà, je mettrais Kopfer en 3 ou 4, mais la cote m'emballe pas plus que ça. Donc voilà. Nori contre Corda. Nori qui sort d'une saison de dingo, de dingue. Nori, je pense qu'il va avoir le contre-coup cette année. Je pense très sincèrement que voilà, il va pas pouvoir tenir le rythme. J'adore Nori, hein, j'ai aucun problème avec lui, mais je pense qu'il va pas pouvoir tenir le rythme tout au long de la saison. Alors peut-être que sur cet Open d'Australie là, il peut faire le job, etc. Mais ça me paraît quand même. Je serais quand même très surpris de voir Cameron Norrie quand même aller loin dans ce tournoi. Quand je dis loin, c'est quart de finale quoi. Il peut aller en huitième, hein, bien sûr. Mais va déjà falloir battre Corda et c'est quand même pas simple comme premier tour. Ça tape, c'est voilà. Alors Corda c'est mieux que sur les surfaces rapides, sur les surfaces indoor, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, ça reste dangereux quand même quoi. Voilà, c'est un jeune qui peut te faire cavaler, qui peut imposer ton rythme, mais Nori a une variation de jeu, il a une meilleure main, suffit que ça gratte, ça doit jouer un peu au toucher de balle. Voilà, mais attention, typiquement là, une des surprises peut être celle-ci. Corda 2,42, pour ceux qui ont envie, ça me paraît être un beau coup à tenter. J'adore le joueur, Corda. Et ce qu'il fait, il a vraiment fait une belle progression l'an dernier. Je crois que c'est lui qui gagne le tournoi de la Next Gen, je crois, il me semble. En fin d'année, là, juste un peu avant le Masters. Donc ouais, il me semble que c'est lui qui gagne la next gen. Corda, attention à ce joueur-là, on peut très vite le sous-estimer parce que voilà, il est pas chez lui, etc. Donc voilà, mais Corda à 2,42, ça me paraît beaucoup plus intéressant sur le long terme que de prendre Nori là en l'état, alors que Nori, bon, il a joué un petit peu à la TP Cup, etc. Mais c'est pas, m'a pas donné non plus entière satisfaction quoi. Donc voilà, attention à ce match-là, on peut avoir un match piège, ou en tout cas pas forcément que le favori gagne quoi. Voilà. Kukushkin, Tommy Paul. Normalement, il n'y a pas photo là-dessus. Tommy Paul, sur ce qu'il a montré dernièrement en termes de régularité, en termes de. Sur sa mise en jeu, c'est costaud. Kukushkin, à l'expérience, il peut rendre fou Tommy Paul, c'est-à-dire lui mettre des balles un peu pourries, etc. Mais quand même, Kukushkin, physiquement, ça tire un peu la corde. Pardon, excusez-moi. Et là,
en ce début de quinzaine, pour moi, Kukushkin, voilà, c'est physiquement, c'est pas, ça va être compliqué, ça va subir la chaleur, etc. Donc voilà, j'y crois pas du tout. Pour moi, Tommy Paul, ça va gagner ce match. Grigsport contre Fonini. Fonini, no bet. Oteux Tsang. Oteux Tsang, je connais pas spécialement trop de Tsang, mais je vais pas vous mentir. J'ai dû le voir une fois jouer, donc je vais pas vous raconter de salade ou quoi que ce soit. Oteux, c'est pas un joueur extraordinaire, mais ne serait-ce que uniquement sur l'expérience, on peut imaginer qu'il peut gagner un match. Maintenant, moi, je connais pas chez Tsang pour pouvoir me justifier, argumenter là-dessus. Euh, je sais que c'est un joueur qui sur dur peut, voilà, peut faire des bricoles. En challenger, ça joue, etc. Maintenant, sur le tournoi principal, ça n'a jamais rien fait. Donc, j'y crois pas trop. J'éviterais de. En tout cas, moi, je n'investirais rien sur ce match-là, mais j'éviterais de manière globale ce match-là. On n'est pas à l'abri. Enfin, voilà, un Hauteux à 1,36, on a l'impression que Hauteux, c'est un top 50, quoi. Donc, bon, voilà. Kouiré contre Sonego. Alors Kouiré, bah, c'est très compliqué quoi, avec ce qui s'est passé l'an dernier, ces histoires d'avion et parties de Saint-Pétersbourg, etc. Ça a été très compliqué avec le Covid et tout ça. Il y a eu une histoire sur Kouiré, je ne vais pas vous la raconter maintenant. Mais depuis, tu sens que c'est quand même assez complexe. Sonego a joué avec l'Italie en ATP Cup. Je l'ai trouvé bon, là, et je crois qu'il a joué du double, il me semble, mais je l'ai vu jouer là l'autre jour. Et Sonego, ça reste solide. Alors, c'est pas une valeur non plus sûre, mais face à Kouiré, qui physiquement, je pense, est un peu en délicatesse, normalement, ça fait le boulot. 1,17, c'est trop bas. Possible que Sonego gagne en 4. Voilà, si je devais me mouiller, je dirais Sonego en 4. Kouiré peut peut-être aller sur un tie-break, aller gratter un 7 quoi, mais c'est trop léger là. Physiquement, Kouiré, c'est trop compliqué, c'est trop léger. Pour moi, ça fera pas le boulot. Caruso, le lucky loser le plus célèbre, parce qu'il a remplacé notre ami Novak Djokovic. Face à son un acolyte serbe, Kekmanovic, comme je disais tout à l'heure par rapport avec Lajovic, c'est que je pense que voilà, les Serbes, ça peut être à double tranchant. Donc voilà, je pense que Kekmanovic a quand même une voie royale sur ce premier tour. D'avoir Caruso, c'est quand même vachement bien pour lui. Maintenant, attention, Caruso, ça a de l'expérience, ça peut jouer à la baballe. Le mec a envie de jouer au tennis, il a fait un communiqué de presse, etc. pour expliquer un petit peu tout ça. Je pense il a envie de prendre cette opportunité-là comme une réelle chance. Kekmanovic, c'est un joueur que moi j'adore énormément et je me dis que ce mec-là, waouh, s'il était plus régulier, il serait top 15, top 20 quoi. Mais je suis toujours voilà, j'ai toujours un petit peu de goût amer un peu derrière là avec Kekmanovic, ça m'embête un peu. Antman Kokinakis, alors là, Thanasi Kokinakis, incroyable, début de saison de dingo. Il gagne Adelaide là, la semaine dernière, c'est incroyable quoi. Il fait une semaine de fou, il joue super bien, il sert à plus de 80% de première. Il est à un niveau, enfin pas plus de 80% de première, pardon. Il gagne plus de 80% de ses points après avoir servi sa première. Parce que s'il sert 80% de première, c'est incroyable. Mais non, non, Kokinaki, c'est en forme extraordinaire. Il est à la maison, ça fait extrêmement plaisir. Joueur de 25 ans qui a connu d'énormes galères physiques avec des blessures récurrentes, etc. Là, on a l'impression que ça y est, enfin, plus de karma là, à ce niveau-là. Son corps veut bien lui laisser jouer et quand il joue, waouh, ça fait super plaisir. Kokinaki sur le rythme qu'il a, sur voilà. Alors attention, parce que je pense que quand même que il a quand même vachement accumulé les minutes sur le court. Là, ça va lui faire du bien. Il a eu une belle petite coupure entre sa victoire et l'Open d'Australie. Hanfman, pour moi, ça va pas faire le boulot là, hein, sur ce match-là. Ça va être un peu court pour moi. Kokinakis, beaucoup trop en forme, beaucoup trop complet. Et de manière globale, même s'il n'avait pas été en forme, je pense que Kokinakis, alors forcément, il serait pas un 30. Hein, on aurait peut-être des cotes un petit peu plus à l'équilibre. Mais pour moi, Kokinakis, ça y va tout droit. Je dirais même peut-être qu'un Kokinakis en 3-0, c'est peut-être un peu gourmand, mais avoir la cote, un Kokinakis 3-0 autour de 2, pourquoi pas. Je pense pas que ça sera à 2, mais pourquoi pas. Mouillard contre Karatsev. Normalement, il n'y a pas photo sur ce match-là. Karatsev doit gagner ce match. Je crois qu'il gagne Sydney.
Je crois que c'est ça. Il gagne Sydney. Karatsev, très clairement, voilà, contre Mounard. Mounard est un bon joueur de terre, mais sur dur, c'est quand même plus compliqué. Il a fait une belle prépa hein, à l'Académie de Rafa, etc. Mais j'y crois pas. Très sincèrement, pour moi, c'est Karatsev sur ce match-là. Opelka, Anderson, match de serveur. J'ai envie de vous dire Opelka, mais c'est pareil, Opelka en ce moment, dès que le jeu commence à s'installer un peu, voilà. Alors Anderson, par chance, va pas forcément. C'est pas en fond de course, c'est quand même pas la sécu sociale. Je sais absolument pas où est-ce qu'il en est physiquement. Voilà. Opelka est favori logique sur ce match-là. Un 42, ça me paraît un peu bas pour prendre, mais dans l'idée, pour moi, Opelka doit gagner ce match. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir 3 ou 4 tie-breaks dans ce match, quoi. Lopez Milman. Milman, c'est dégueulasse en ce début de saison. Je ne vais pas vous le cacher. C'est affreux. Il a énormément de chances de se taper Lopez au premier tour. Lopez qui est physiquement, bah, c'est pareil, hein, c'est vieux. Hein, donc je suis pas sûr que ça se déplace à la vitesse de l'éclair, surtout sur une surface comme ça, qui est un peu. Qui peut faire mal au corps. Euh, Franchement, no bet là-dessus parce que Milman à 1,44, jamais de la vie. Vu comment il joue en ce moment, jamais de la vie. Je prends Milman actuellement. Je dirais même que la value est sur Feliciano Lopez. Mais alors là, pour prendre Feliciano Lopez à l'Open d'Australie contre un Australien sur dur et tout, bah, c'est très 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 compliqué. Je sais absolument pas où est-ce qu'il en est. Pour moi, no bet. Zverev Altmaier, bon, Zverev 3-7, voilà, il doit le plier. Voilà, c'est 3-0. Après, 3-0, ça doit être du 1,25, 1,20, 1,25, donc voilà. Mais il doit le plier en 4, Altmaier, il y a zéro discussion, c'est 3-0. Taro Daniel, Barrios Vera. Pour moi, Taro Daniel est meilleur que Barrios Vera. Attention, hein, 1,40, c'est quand même pas la sécu sociale, mais dans la logique, Taro Daniel doit gagner ce match. Liam Brody contre Nick Kyrgios. Alors là, Nick Kyrgios, bah écoutez, il a eu le Covid. J'ai pas trop grand chose à dire. Hein, Kyrgios, ça dépend comment il se lève le matin, quoi. Alors après, il a une motivation, c'est quand même qu'il va jouer Dani Medvedev au deuxième tour. Mais même avec une motivation comme ça et tout, je sais même pas s'il est capable de gagner Brody, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je sais absolument pas. Pour moi, c'est no bet sur ce match-là. Matcha contre Cerundolo. Alors, c'est pas le meilleur des Cerundolo. Hein. Il joue, je crois que il joue Juan Manuel Cerundolo. C'est pas le meilleur selon moi. C'est Francisco, je crois, le frère Cerundolo, qui est le meilleur selon moi. Mais c'est des joueurs quand même de terre, hein, on va pas se mentir, c'est des joueurs de terre. Thomas Matchak, joueur à suivre, un très intéressant joueur à suivre. Suivez-le, Matchak, c'est très très intéressant. 1,20, c'est un peu abusé, mais en même temps, je le vois gagner assez facilement ce match en 3 ou 4 sets. Thomas Matchak doit faire le boulot. C'est Emilio, je crois. Hein. Emilio Gomez contre Marin Cilic. Pareil, ça doit faire le boulot, ça doit être du 3-0 cette affaire. Marin Cilic joue bien, il est en forme, il a du rythme, il a de la confiance. Euh, Normalement, à Cilic sérieux, ça doit être 3-0. Voilà. Skatov contre Gombo, ce Skatov qui sort des qualifs, il m'a plu ce joueur. Alors, pour rien de vous cacher, j'avais pris Grenier au premier tour du tour de qualif contre Skatov. Et Grenier était malade. Donc il a perdu. Voilà, j'avais pas eu l'info, malheureusement. Mais Grenier était pas très bien sur le court. Tu sentais qu'il avait des petits problèmes. Alors il avait eu, visiblement, il avait vu le Covid, mais bon, il avait l'air d'aller bien et tout. Et finalement, je pense que avec la chaleur, ça a pas dû aider. Bref. Mais Skatov joue vraiment bien. J'aime bien ce joueur. Il doit avoir la vingtaine, peut-être pas 20 ans même. Mais voilà, j'adore ce joueur. Il est très intéressant. Il joue Gombos, un vieux de la vieille un peu là. Bon voilà une petite surprise qui pour moi peut être, qui peut être là. Il a du rythme. Est-ce qu'il s'est pas un peu trop cramé avec le tour de qualif? Je sais pas. Mais si je devais mettre un billet là-dessus, j'irais sur Skatov. Voilà. Je vous mens pas qu'à 2,45, c'est un truc qui me plaît. Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir un match en 4 ou 5-7. Mais je vois bien Skatov aller réussir un coup là-dessus. Parce que Gombos, bon, quel rythme il a, quel acquis il a en ce moment, je suis incapable de le dire. Donc voilà.
Skatov, pour moi, me paraît être un coup à tenter. Dimitrov contre Leheka. Alors, Leheka, il faut le suivre. Joueur intéressant, Leheka. Maintenant, je pense que contre Dimitrov, ça va quand même être un petit peu corsé. Pourquoi pas aller se pencher peut-être plus sur un Leheka prend un 7, un H 2,5, 7, enfin Leheka prend un 7 quoi, tout simplement. Pourquoi pas, on n'est pas à l'abri, hein. Dimitrov, c'est pas quand même la sécu, hein, surtout sur un premier tour, il peut aller lâcher un 7. Mais pour moi, quand même, c'est Dimitrov en 3 ou 4, 7 maximum. Marterer contre Fritz. Normalement, il n'y a pas photo là-dessus. Fritz doit faire le boulot. Il joue bien. Alors, il est meilleur sur des surfaces rapides. Il est meilleur quand il est chez lui aux États-Unis. Mais quand même, contre Marterer, ça quand même, pour moi, il y a un écart de niveau important. 1,13, c'est trop bas. Le 3-0, je sais pas combien il est, mais euh, à voir le 3-0, mais allez, imaginons s'il y a un 3-0, un 50, un 60, bon, voilà. Ça peut se prendre. C'est pas, ça m'emballe pas plus que ça, mais ça peut se prendre. Tiafo, Trungelliti. Trungelliti, voilà, c'est un terrien. Il passe assez fréquemment quand même les tours de qualif à chaque fois, des grands chelems. À ma plus grande surprise, parce que pour moi c'est un joueur qui est quand même pas sensationnel, mais bon, voilà. Tiafo, pour moi, voilà, 3-0, normalement, il y a pas de discussion possible. Après, il peut peut-être en perdre un, hein, bien sûr, mais voilà. Je vais assez vite sur ces matchs-là parce on a des écarts de niveau quand même assez importants. Bon, Joe Souza contre Sinner, voilà, 3-0, Sinner, il doit le plier. Laxonen, Medvedev, voilà, 3-0, il doit le plier. Et le but du jeu sur ce match-là, c'est de finir le plus rapidement possible sur le court. Voilà. Van de Genschpulp contre Struff. Pour moi, Struff est trop irrégulier. Je sais absolument pas. Je sais jamais qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va perfer, pas perfer, etc. Et pour moi, c'est un match à no bet. Si vraiment je devais mettre de l'argent, je le mettrais sur le néerlandais, donc Van de Schulp. Mais il est meilleur en indoor, je le préfère sur des surfaces un peu plus rapides. On serait sur surface, là on serait aux États-Unis, je prendrais VDZ, pas les yeux fermés, mais à cette cote-là, aux États-Unis, je prendrais 22, enfin VDZ, d'accord, vous l'aurez compris. Mais là, en Australie, Strife peut l'emmener, le faire chier, etc. Maintenant, putain, c'est quand même pas dingo quoi, le jeu de Strife en ce moment, c'est quand même pas fou. Hugo Humbert contre Richard Gasquet. Bon, physiquement, le Richie, il est un peu fatigué. Hugo Humbert, normalement, voilà, il doit le battre en 3 ou 4-7. Normalement, ça doit être une formalité, un 24. Bon, ça m'inspire pas. Cressy Isner, match très intéressant. Deux Américains. Alors, Cressy est un franco-américain, hein. Il est français, mais il a pris la nationalité américaine. Il a été là-bas à l'université américaine. C'est un joueur très agressif. Je pense que ceux qui ont suivi le début de saison, vous l'avez vu un peu jouer. C'est un joueur très intéressant. Moi, j'adore Cressy. Ça fait quelques années maintenant ça fait 2-3 ans que je le vois jouer. J'adore ce joueur. Il fait du service volé. C'est un joueur agressif. Il monte au filet et tout ça. Moi, j'aime bien ce style de jeu-là. Donc, forcément, ça me fait kiffer plus qu'un Isner où ça joue en 2-3 coups de raquette. Forcément, mais Isner, c'est quand même efficace. Alors là, c'est quand même un peu compliqué, là, son début de saison. Il a fait la TP Cup, il a été éliminé contre Kokinakis, ça a Adelaide la semaine dernière, dans un match avec 3 tie-breaks très tendus. Il n'a pas démérité, hein, il jouait bien, mais juste Kokinakis était un peu dans la zone, quoi. Donc voilà, je vois un match serré, compliqué de mettre son argent là-dessus. À l'expérience, Isner est bien meilleur. Maintenant, je le sens pas physiquement non plus en feu. Cressy peut réussir à le faire sortir de son match et à l'embêter. Pour Cressy, la clé va être de pouvoir garder la concentration et avoir gardé son œil quand il fera des retours, quand il sera sur les retours et qui devra voilà, essayer de remettre la balle face au service de Isner. O'Connell contre Gaston. Gaston, alors beaucoup de hype envers Gaston parce que par rapport à ce qu'il a fait il y a deux Roland, il y a 2 années à Roland Garros. L'année dernière, c'était plus compliqué. Là, on l'a revu à la Next Gen, c'était mieux là en fin d'année. Voilà, pour moi, c'est un joueur, je pense qu'en indoor, il a clairement un jeu où il peut s'en sortir.
Mais voilà, il est petit, sur sa mise en jeu, il peut être en difficulté. C'est pas un excellent serveur. Voilà, mais en même temps, O'Connell non plus. Bon, voilà, les matchs, voilà, c'est un match à l'équilibre. On peut être sur un match en 4, 5, 7. Voilà, enfin, très sincèrement, c'est très compliqué. Moi, je vois mal une issue claire et définie là-dessus, donc no bet. Schwarzman, Krajinovic, c'est compliqué, hein. Ça fait quand même une saison là où Krajinovic, c'est quand même pas fou ce qu'on voit de lui. Moi, j'adorais le joueur il y a 2-3 ans. C'était un joueur assez solide, top 30 là, qui peut se faufiler, mais tu sens que mentalement, c'est quand même compliqué, quoi. Dès qu'il a un top 20, top 30, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Schwartzman, voilà, logique favori. Maintenant, Schwartzman sur dur, bon, je suis pas fan. Sur sa mise en jeu, il peut être embêté. Maintenant, est-ce que Krajinovic va vraiment pouvoir l'embêter? Je suis pas sûr. Sur la longueur d'un match, je suis pas sûr. Schwartzman, le pire des scénarios pour lui, c'est que ce soit un match long. Voilà, c'est que Krajinovic l'emmerde. Pareil, hein, Krajinovic, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il est serbe, hein, quand même. Oui. Donc voilà, Schwartzman normalement doit gagner ce match, même si Krejinovic pourrait peut-être être voilà, un peu hargneux, un peu motivé par rapport à ce qui s'est passé avec Novak Djokovic. Rutsuvori contre Félix Auger-Aliassime, récent vainqueur de la l'ATP Cup avec le Canada. Pareil, à l'instar de son ami et acolyte de Chambray, Denis Shapovalov, eh ben Félix, il est en forme. Il est en forme. Il a battu Daniil Medvedev, il me semble, à la TP Cup. J'adore Rotsubori. C'est dommage pour lui, là, le Finlandais, parce que j'adore ce joueur. Il jouait pas trop mal là, en ce début de saison. Je l'ai vu deux, trois fois et c'était quand même assez intéressant. Moi, j'adore ce profil de joueur. Pareil, c'est un jeune joueur à suivre qui est assez fréquent maintenant là depuis un an sur le circuit principal. Donc vous le verrez fréquemment dans des ATP 250, ATP 500, aller relativement loin. D'ailleurs, je pense qu'il gagnera un ATP 250 ou 500 cette année. Ou s'il ne le gagne pas, je pense qu'il aura peut-être fait deux trois finales. Félix Auger-Aliassime, ben voilà, il faut confirmer maintenant mon garçon. L'homme qui ne remporte jamais les finales. En simple, voilà, je crois qu'il a le triste record d'avoir fait, je crois, plus d'une dizaine de finales sans gagner le titre. Donc voilà, alors je le vois pas aller en finale, hein, de l'Open d'Australie, il faut pas déconner. Mais il y a deux, trois mecs qui sont meilleurs que lui là, enfin qu'il va falloir battre et que ça va pas être facile. Mais voilà, Félix Auger-Aliassime, selon moi, normalement, a quand même les cartes pour gagner. Mais il est quand même en délicatesse parfois avec son service. Il te fait des doubles fautes un peu incompréhensibles. Il peut sortir de son match, il peut péter un plomb si ça lui va pas. Quand il fait trop chaud, en plus, bon, des fois, je l'ai vu un peu en délicatesse avec son corps. C'est pas évident. Normalement, il doit gagner, mais à 1,33, j'y vais pas, quoi. Voilà, Ruutu, c'est un beau petit talent. Je pense que c'est un peu trop léger pour le moment face à ce type de joueur là, des top 10. Ça me paraît un peu compromis. Mais voilà, après, Félix Auger-Aliassime à 1,33, pour ceux qui sont fans de lui ou quoi, je peux comprendre qu'ils aillent dessus. Maintenant, sans être fan et en pensant investissement, sur du long terme, je vois mal où est-ce que Félix Auger-Aliassime à 1,33 pourrait être intéressant. Je dis sur du long terme, d'accord? En l'état, vous faites le match 10 fois, je suis pas sûr qu'il le gagne 9 fois, quoi. Voilà. Je suis pas certain. Donc, euh, donc voilà mon avis sur ce match. Davidovich Fokina contre Bolt. Waouh, je trouve que Davidovich Fokina à 1,24 c'est quand même bas. Maintenant Bolt, j'adore sa patte gauche, mais alors c'est un local, donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec des mecs qui sont des locales, etc. C'est difficile de vraiment de se dire ouais le local il va prendre une branlée. Non, c'est compliqué parfois, hein. On sait les Français à Roland Garros, généralement ça se bat. Mais Davidovich Fokina, un joueur complet, sérieux, qui s'engage sur le terrain. Moi j'aime beaucoup ce style de joueur là. Mais c'est quand même un peu brouillon, quoi. Voilà, c'est brouillon, c'est le bordel. On va pas se mentir, c'est le bordel. Donc voilà, mais de manière globale, Davidovich Fokina normalement ça fait le boulot. Popirine contre Rinderknecht. Popirine contre Rinderknecht, pour moi, avantage Rinderknecht, mais le problème c'est que Popirine est quand même voilà, c'est quand même un local. Et en plus, dernièrement, ça joue pas si mal que ça, hein. Ça joue pas si mal que ça, Rinderknecht, donc voilà.
Beau petit match, deux joueurs, deux jeunes qui sont quand même assez intéressants. Euh, voilà, en l'état, je ne mettrai pas mon argent là-dessus. Ensuite, on est sur Evans-Goffin. Evans-Goffin. Alors attendez, hop, je fais une petite lampée. Donc, on était à Daniel Evans contre David Goffin. Goffin, alors, est blessé au coude, je crois. Je crois que c'est au coude. Je veux pas. Il est blessé. Non, mais il est blessé au coude, il me semble, de mémoire. Et il est en méforme. Il est en manque de préparation, manque de rythme, manque de beaucoup de choses. Face à un Daniel Evans qui, lui, a bien joué, a été éliminé en demi-finale. Ou en finale, je ne sais plus, contre Karatsev. Non, c'est en demi-finale, il me semble, parce que la finale c'était contre Andy Murray. Non, Daniel Evans est en forme, il joue bien. Face à David Goffin, pour moi, il en fait du papier mâché. Je ne vais pas vous cacher que voilà, ça a baissé. J'ai pris moi à 1,33 Daniel Evans. Donc voilà, pour moi, c'est une valeur. Voilà, franchement, j'ai une grosse confiance sur ce match-up. Pour moi, il y a pas match. Carbales Baena contre Berankis. Pour moi, Berankis doit gagner ce match. Carbales Baena, c'est quand même pas un joueur de dur. C'est un mec qui remet la balle, mais ça s'arrête là. J'aime pas du tout le joueur, donc en plus, j'ai quand même une mauvaise estime de lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Berankis, de manière tennistiquement parlant, est quand même plus adapté sur une surface comme ça. Il tient mieux sa mise en jeu. On n'est pas à l'abri d'avoir un match long, mais je pense que ça peut être un Berankis en 4-7. Roublev, Mayer, pareil, normalement ça doit faire 3-0 cette affaire et ça doit être plié bagage. Maintenant, je sais absolument pas où en est Roublev, donc je peux pas, donc je sais pas. Je sais pas spécialement s'il va bien, pas bien ou quoi. Ymer contre Tsitsipas, alors voilà, on y vient. Pour moi, Tsitsipas c'est surcoté à mort. Euh, il était à la TP Cup, c'était dégueulasse, pas bon, pas bon du tout, pas une bonne préparation. C'est un des favoris que je vois sauter assez rapidement dans ce tournoi, alors pas forcément dans le premier tour, mais assez rapidement dans le tournoi. Franchement, faites attention à vos mises si vous, voilà, faites attention à vos mises si jamais vous vouliez prendre Tsitsipas. Franchement, moi, je le prendrais jamais. En plus, à un 16, bon, voilà. Mais là, moi, très personnellement, alors, Tsitsipas peut gagner, hein. Mais s'il gagne, pour moi, c'est soit en 4, soit en 5-7, à minima. À minima, pour moi, Ymer doit gagner un set. C'est Michael Ymer, hein, c'est le meilleur des deux frères, parce qu'il y a Elias aussi, mais qui est plus un terrien et qui est un peu moins fort, donc globalement moins complet que Michael Ymer. Michael Ymer sur les surfaces un peu indoor comme ça et tout, c'est quand même pas mal. Alors c'est pas un joueur top niveau, mais c'est bien, ça fait le boulot. Je pense que s'il commence à voir un peu qu'en face il y a des failles, voilà, Tsitsipas c'est un sanguin, il peut rapidement péter un plomb. Très sincèrement, j'ai absolument aucune sécurité sur Tsitsipas. Je le vois absolument pas gagner en 3-7, en 3-7-0. J'y crois pas du tout. Et pourtant, dans leurs deux confrontations, bah, ça a fait 2-0 et 5-0. Donc c'est-à-dire que Tsitsipas gagne 5-7-0 face à Ymer. Mais là, Tsitsipas me semble vraiment pas du tout en position de faire quoi que ce soit dans cet Open d'Australie. Ça me paraît compliqué pour lui. Très sincèrement, je pense que ça va être compliqué. J'espère que j'aurai tort parce que c'est un joueur que j'apprécie, j'aime son jeu, je pense pas que ça soit un mauvais gamin, etc. Mais, euh, mais franchement, voilà, franchement, je pense que Ymer a une possibilité là-dessus de faire, pourquoi pas, bah, très probablement la plus belle perf de sa vie, hein, ou peut-être pas de sa vie, mais en tout cas de sa carrière jusqu'à l'heure où on parle. Il peut surprendre sur ce match-là. Très attention, j'irai pas sur la win de Ymer, mais pour être safe et pour de l'investissement, le set de Ymer à 1,60 autour de 1,74, ça me semble quand même pas mal du tout. Voilà. Sébastien Baez contre Ramos Vinolas. J'adore Baez. Suivez ce petit joueur là, notamment sur terre battue. Je pense vraiment sur terre battue, il peut faire beaucoup de mal.
Très intéressant, c'est encore un peu brut et tout, faut polisher tout ça. Mais c'est pas mal. Il joue Ramos Vinolas. Bon, il a joué un peu avec l'Espagne là, à la TP Cup. Il était avec le squad là-bas de l'Espagne. C'est un peu un vieux de la vieille. Il est sur une surface qui est pas forcément la meilleure pour lui. Je pense que Baez, voilà, il arrive un peu sur le circuit principal, etc. C'est pas sa surface de prédilection aussi non plus. Donc voilà, c'est un match plutôt à éviter. Si je devais mettre de l'argent, je le mettrais sur Baez, mais attention parce que Ramos Vinola, c'est quand même un filou. Il peut jouer un peu à l'XP, à l'expérience. Il peut l'avoir, le Baez. Donc voilà, c'est du no bet sur ce match-là pour moi. Père Montero, bon bah moi, père, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je sais pas. Voilà, c'est un mec, il peut tout se passer. J'adore le joueur, hein, c'est pas le problème, enfin, j'adore la personne, mais après le joueur, c'est très compliqué, quoi. Voilà, investir de l'argent sur lui, très sincèrement, voilà, c'est très compliqué. Là, on est en début de saison, donc est-ce qu'il s'est bien préparé? Est-ce qu'il s'est préparé tout court? Voilà, il a eu le Covid apparemment, etc. Donc, où est-ce qu'il en est? J'en sais rien. Alors après, tennistiquement parlant, effectivement, le voir à 3 contre Montero, bah ouais, tu te dis, putain, ça vaut le coup de mettre un petit billet sur lui, mais moi, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, donc j'ai pas envie de prendre le risque ou quoi que ce soit. Alors oui, forcément, si ça passe pour perdre, bah, je serais très heureux pour lui. Après, Montero, voilà, c'est un gaucher, sur dur, c'est pas un branquignol. Euh, c'est plutôt logique que Montero soit favori. Alors après, autant favori, non. Mais en même temps, Père a dit qu'il avait le Covid, etc. Dans quel état il est, physique et tout, j'en sais rien. Je sais pas. Donc voilà, no bet là-dessus. Kohlschreiber, Cecchinato, pour moi, c'est avantage Kohlschreiber. Maintenant, waouh quoi, hein. Cecchinato, bon, c'est quand même pas terrible sur dur. Et sur terre, dernièrement, c'était quand même pas fou non plus. Et Kohlschreiber, c'est quand même assez vieux. Ça peut être un match en 4 ou 5 sets un peu long, etc. Quoi. Ouais, j'irais plus sur le nombre de sets sur ce match-là si je devais me positionner plutôt qu'un vainqueur ou du set ou quoi que ce soit. Mais globalement, je mettrais mon argent ailleurs. Bautista Agut contre Travaglia. Bon, ça doit faire 3-0 hein, pour Bautista Agut dans cette histoire. Il doit le plier en 3. Il n'y a pas spécialement trop de voilà, hein, il y a pas spécialement trop de surprises là-dessus. Bautista Agut que je vois quand même aller relativement loin. Peut-être en, peut-être en huitième, quart. Pour moi, il va minimum en huitième, après, à voir. Johnson, Thompson, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment la confrontation. Un Américain contre l'Australien. Je pense que Thompson devrait s'en sortir, mais attention à Johnson. Voilà, peut être un match long avec deux joueurs qui peuvent être un peu irréguliers. Je ne mettrai pas mon argent sur ce match-là, très sincèrement. Basilashvili contre Andy Murray. Bah, Murray, il a fait son âge là, hein, la semaine dernière. Contre Karatsev, voilà, physiquement, moi, dans les grands chelems, Murray, je ne mettrais pas un seul PC TAS. Alors contre Basilashvili, qui est complètement zéro et qui physiquement, tu sens que, bon, là, il peut décapsuler à tout moment. Murray, il va la jouer un peu malin et je pense qu'il va gagner ce match, très sincèrement. Je pense qu'il va le gagner. Maintenant, le truc, c'est que Murray en 3-7 gagnant, c'est-à-dire que dès que si le match commence à s'éterniser un peu, attention, attention. Voilà. Le gars a dit qu'il voulait faire des belles campagnes en Grand Chelem, etc. et gagner des titres. Il va en gagner 6 autres, je crois, pour arriver à je ne sais plus combien de titres, mais il me semble qu'il va en gagner au moins 6 pour atteindre un certain niveau. Bon, voilà, moi j'ai du mal avec Murray. Voilà, j'ai beaucoup de promesses et j'adore le joueur, hein. Mais là, contre Basilashvili, il devrait normalement gagner ce match. Un 52, pour moi, c'est pas intéressant. Mais pour ceux qui. Voilà, pour moi, je pense qu'il gagne. On va dire que, allez, s'il devrait mettre un indice de confiance, je serais au niveau de 60%, quoi. Voilà. Muzetti de Minor, j'adore Muzetti, joueur à suivre forcément, mais bon, il a eu un problème de cœur là, de relation avec une nana un peu compliquée là en fin de saison. Apparemment, c'était un peu compromis. Est-ce qu'il s'en est remis là en ce début d'année, en début de saison? Je sais pas. Le dur ne reste pas forcément sa surface de prédilection selon moi.
Il est quand même meilleur sur terre. Demi-nord chez lui, sur dur, etc. Ça doit faire le boulot. Je suis pas sûr qu'il gagne en 3-7. Un demi-nord sérieux doit gagner en 3-7, mais je suis pas sûr qu'il gagnera en 3-7. Chez Muzetti, mine de rien, il y a quand même du talent, il y a quand même de quoi faire. Mais voilà, normalement c'est 3 ou 4 demi-nord. Je tendrais plutôt vers 3, mais si jamais ça peut être 4, voilà. Pour vraiment les gens qui veulent essayer de gratter, peut-être qu'un Muzetti 7 peut être intéressant, mais pas à n'importe quel prix, hein. Je le prends pas en dessous de 1,80 quoi. Voilà. Sepi Machraziak, match de grand serveur. J'aime pas trop ces matchs-là. Je vais pas vous cacher. Je l'ai expliqué dans mon bouquin. Moi, les duels de grands serveurs, c'est quand même pas ma cam. C'est des matchs qui peuvent se jouer quasiment à 2-3 points. Donc voilà, j'ai toujours du mal. No bet sur ce match. Ivashka Andorra. Ivashka, normalement, sans trop de problèmes. Andorra, c'est quand même pas du tout un terrien. Ivashka, pour moi, doit faire le boulot. Je dirais pas en 3-7, mais en 4. Voilà, allez, un petit Ivashka en 4, 7, ça peut être intéressant. Et Rude contre Molkan. Alors, Molkan est un joueur intéressant. Mais de là à ce qu'il batte Rude, même si Rude n'est pas un spécialiste de la surface, il reste quand même à un niveau très décent. Il a été très intéressant. Il a fait le master l'année dernière. Donc voilà, il est au mieux de sa carrière là, à l'heure actuelle, Rude. Est-ce qu'il va faire un peu comme Nori et un petit peu revenir un peu dans le droit chemin cette année? Peut-être, peut-être, je sais pas. Mais moi, Rude, c'est un joueur que j'adore, que je suis depuis déjà 4-5 ans, avec pas mal d'insistance. Et j'adore ce joueur. Alors sur Terre, c'est très bon. Mais voilà, c'est un bon top 10. Bon de fond de top 10, qui peut rester en plus top 10 assez longtemps, hein. Physiquement, il est bien. Voilà, hein, c'est un joueur complet. Il mérite quand même d'avoir une meilleure main au filet. Voilà, mais globalement, voilà, il peut rester entre je sais pas, top 7 et top 15 assez longtemps, quoi. Voilà. Donc voilà, sur ce match-là, pour moi, Rude doit gagner facilement. On va aller sur cette seconde partie là de vainqueur de tableau. Alors, vous voyez à l'écran, j'ai essayé de faire ça à peu près bien. Alors, j'ai mis les joueurs, on va dire les favoris, et puis je vais vous mentionner aussi les détails un petit peu de tout ça, de ce que j'en pense. On va partir pour le premier carton. Premier carton qui s'est beaucoup ouvert en l'absence de Novak Djokovic, forcément. J'ai mis les bookmakers pour que vous voyez les meilleures cotes en fait, hein. J'ai été chercher les meilleures cotes sur chaque bookmaker français, d'accord? Donc voilà, bon, pas forcément de publicité pour ces bookmakers là, mais pour ceux qui veulent investir, c'est plus facile d'aller chercher quand vous avez les bookmakers devant vous. Évidemment, oui, si vous avez meilleur, je pense aux Français de l'étranger, je pense en Belgique, je pense voilà, aux ceux qui sont en Nord-Argel, etc. Voilà. Ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez mieux, hein, forcément. Voilà, là, je donne que des cotes uniquement francophones, enfin françaises, quoi. Bookmaker FR. Euh, Sur le premier quart de tableau, Alcaraz 5,5, Berrettini 6, mon fils 6,5. Alors PCB c'est Pablo Carreno Busta, Nori à 10. Bon, Nori à 10, je pense que vous pouvez l'enlever. Le problème en fait dans ce premier quart de tableau, c'est que la partie haute de ce premier quart, en fait, il n'y a que mon fils quasiment, où je vois et Kekmanovic potentiellement qui peuvent voilà. Mais, attends, si Kekmanovic gagne le premier quart de tableau, waouh, c'est extraordinaire quoi. Mais je vois dans l'idée soit Kekmanovic soit mon fils. Et sinon, après, il y a Carreno Busta, Nori, Berrettini, Alcaraz qui sont dans la partie basse, on va dire, de ce premier quart de tableau. Donc, du coup, ça fait beaucoup de monde qui va un peu s'étriquer au troisième tour, huitième de finale, voilà. Donc, il est possible que mon fils rafle la mise quand même là-dessus. Il a un tableau assez clément, en tout cas, il n'a pas de grosses pointures devant lui jusqu'en huitième quart normalement. En sachant qu'il y aura quand même peut-être des surprises, etc. Donc voilà, donc mon fils a un réel coup à jouer. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à prendre mon fils, quoi. Voilà, je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même beaucoup de mal à prendre mon fils sur ce match-là.
Deuxième, voilà, mais si je devais prendre quelque chose, j'irais sur mon fils et pourquoi pas aller chercher Pablo Carreno Busta qui pour moi a quand même un sacré coup à jouer et à 12, j'aime bien la cote. Deuxième carton, Zverev contre, enfin Zverev, on va dire, est logique favori de ce deuxième quart de tableau. Selon moi, s'il ne passe pas, c'est quand même, bah, ça me paraît, c'est pas une faute professionnelle, mais il doit être en deuxième quart. Voilà. Après, il y a du monde. Rafa 3,5, vous pouvez oublier, selon moi. Selon moi, vous pouvez oublier. Urkak 13, Shapovalov 13, Karatsev 15, c'est des outsiders très intéressants. Voilà. Si vous voyez pas Zverev et que moi je vois pas Nadal et que vous suivez mon avis, c'est des outsiders très très intéressants. Maintenant, le problème c'est que Shapovalov, il est régulier, mais il est en confiance avec la victoire à la TP Cup. Karatsev, il est en confiance, mais il a joué la semaine dernière. Ça a peut-être un petit peu tiré en deuxième semaine quand même pour Karatsev. Ça peut être un peu long physiquement pour lui, ça peut être un peu compliqué. Iurkak sur cette surface un peu moins rapide, ben, c'est pas spécialement là qu'il est le meilleur. Donc en fait finalement il y a quand même beaucoup d'options pour que Zverev gagne ce deuxième quart et intrinsèquement il est le meilleur de ce quart de tableau là. Voilà, maintenant on n'est pas à l'abri d'une surprise et je pense qu'il y en aura. Très sincèrement, je pense qu'il y en aura. On n'est pas à l'abri d'avoir des grosses surprises et je pense que si vous tentez des outsiders, il y en aura très probablement, il y aura très probablement des joueurs qui vont sortir du lot et qu'on va voir arriver en huitième quart de finale et on va se dire waouh, c'est ouf quoi leur parcours dans ce tournoi. Mais plutôt avantage VRF. Et après, si je devais me chauffer, je dirais Karatsev peut-être en une belle wildcard. Karatsev pour moi, il est en confiance. Voilà, s'il fait le même début de saison que l'année dernière, qui était complètement dingo, où il me semble, il va en demi-finale d'ailleurs de l'Open d'Australie l'année dernière. Donc voilà, il a beaucoup de points en plus à défendre. Donc il aurait quand même tout intérêt à faire une belle perf pour pas avoir beaucoup de points perdus au passage, même si je pense que voilà, ça va être compliqué. Troisième quart de tableau, Sinner, logique favori, Titi passe à 4, pour moi c'est une vanne, hein. Alors pour autant, Sinner à 3,75, ça me paraît intéressant. Par contre, Titi passe à 4, pour moi c'est une blague. Je le vois absolument pas aller en demi-finale, je vous le dis. Et après derrière on a 3-4 mecs alors que j'ai noté, hein, alors j'ai enlevé du Murray parce que pour ce que je vous ai dit précédemment. Mais voilà, il y a du Rude à 8, il y a du Roberto Bautista Agut à 10, Dimitrov à 15, Dominor à 17. Alors forcément il y a des mecs hein, que j'ai pas mis dedans. Pour moi, Bautista Agut à 10, c'est intéressant. C'est un joueur très embêtant. Il est toujours très bon en début d'année. Le hic, on va dire, c'est qu'il est un peu vieux et que physiquement, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir sur des matchs un peu compliqués, etc. Il a une mise en jeu qui parfois laisse un peu à désirer. Enfin, son service en fait n'est pas spécialement, voilà, il n'y a pas un service très compliqué à contrôler. Donc du coup, voilà, il peut se faire agresser, il peut devoir sauver des balles de break, etc. Donc c'est toujours un peu contraignant. Mais au-delà de ça, c'est un joueur ultra complet qui est très solide et qui est toujours emmerdant, quoi. Voilà, jouer contre Bautista Agut, tu sais que ça va être compliqué, quoi. Tu sais que le mec va rien lâcher, il va pas te donner un match facile, quoi. Donc voilà. Je pense que Bautista Agut peut être une belle wildcard à 10, c'est un truc à tenter. Dimitrov, je l'ai mis parce que, mine de rien, je me dis que dans ce truc-là, il peut être intéressant. Il a l'XP, voilà. Alors, c'est pas spécialement là où je l'attends le plus. Euh, il est meilleur selon moi sur des surfaces plus rapides, du gazon, de l'indoor, et même sur une tournée américaine, voilà, il me semble plus adapté, son jeu me semble plus adapté. Mais voilà, et j'ai laissé Dominor, le local de l'étape. On sait pas trop où est-ce qu'il en est, Dominor. Ça serait extraordinaire. S'il passe, c'est incroyable. Mais je me dis qu'il est quand même assez ouvert, ce quart de tableau. Alors pourquoi pas. Mon favori reste Sinner, qui pour moi a quand même le talent pour passer. Mais voilà, si je devais aller sur des outsiders, j'irais plus sur Roberto Bautista Agut et Dominor à 17. Ça me paraît des belles opportunités. Maintenant, voilà, moi, j'ai rien proposé de ça. Ce que j'ai proposé, moi, chez moi, c'est Danil à 1,5. Voilà, c'est le mieux que j'ai trouvé.
Pour moi, ça me paraît quand même la sécu sociale. Roublev, il a un problème avec Danil à chaque fois qu'il le rencontre, bah, c'est qu'en gros, Danil, c'est le patron, quoi. Et Roublev, il se met toujours, bah, en gros, il se met toujours dans la place du faible, quoi. Et c'est très compliqué pour lui en termes de confrontation. Je crois qu'il y a du 4 ou 5-0 dans les confrontations, il me semble, contre Danil. Et c'est le grand frère, quoi. Et je suis même pas sûr qu'il se rencontre d'ailleurs en quart de finale. Il est possible qu'il saute avant, Roublev. Et après, il y a Félix Auger-Aliassime qui, pour moi, elle est vraiment le deuxième à vraiment être l'outsider derrière Félix Auger-Aliassime, derrière Daniil Medvedev. Je les ai pas mis, mais il y a du Marin Cilic dedans. Voilà, il y a des gens un peu comme ça. Ça me paraît compliqué. Voilà, je vous cache pas que Daniil Medvedev, normalement, ces mecs-là, il est bon roi, quoi. Voilà, dans le jeu, dans la confiance qu'il a, dans le rythme qu'il a. Son jeu est super adapté à la surface. Enfin voilà, pour moi normalement, ça fait ficelle là-dessus. Alors c'est pas fringant, c'est pas une super cote, mais pour moi, ça me paraît quand même assez intéressant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que je l'aurais imaginé. Mais si on veut expliquer ses choix et un peu argumenter, bah, à chaque fois le problème c'est que ça prend un peu de temps. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour ceux qui ont des questions, qui veulent que je leur dise davantage sur un joueur voilà, qui me demande voilà, pourquoi Tsitsipas, tu le vois pas aller loin, etc. J'argumenterai peut-être plus facilement à l'écrit. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo. Et voilà, et si vous voulez discuter de manière plus privée avec moi, voilà, je vous invite à aller dans le Discord et à poser vos questions. Vous pouvez me contacter en privé et après il y a un espace bien sûr public où il y a vous allez voir, il y a différentes catégories avec beaucoup de sports. Donc vous pourrez parler de tennis, mais aussi de basket, de foot, de cyclisme, de biathlon, etc. Il y a tous les sports qui sont disponibles, donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans le Discord. Voilà, on est plus de 250-300 et actifs, et donc c'est super sympa dans la bienveillance et sans en faire trop. Voilà. Les amis, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, on se revoit dans pas si longtemps que ça. Voilà. Vous verrez, pour ceux qui sont fidèles de la chaîne, vous verrez, on prépare un petit truc qui va être prévu là pour fin janvier. Je pense que ça devrait vous plaire. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à lâcher votre plus gros like si jamais, si jamais vous avez aimé ce contenu. J'espère que vous allez vous porter bien et très bons investissements sur cet Open d'Australie. Faites attention à votre bankroll, pariez intelligemment les amis, faites attention, on est sur un début de saison donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Regardez les matchs, voilà. Regardez les matchs, d'accord. C'est jamais. Voilà, je ne vais pas vous cacher que voilà, quand vous investissez de l'argent, regardez les matchs. Mais ne vous faites pas non plus d'avis à chaud, etc. Voilà. Regardez les tendances, regardez l'évolution du jeu, regardez si le mec physiquement il est bien, pas bien, etc. C'est toujours important. Merci à vous de suivre la chaîne et voilà, bisous, on se retrouve à plus tard. Ciao, ciao.